À travers texte, le labyrinthe de Kafka. En elle-même, l'œuvre de Kafka est un labyrinthe. Lui-même n'en voyait pas la fin. Mort à tout juste 40 ans, la plupart de ses récits ont été publiés posthumes. Quasiment aucun n'avait de conclusion certaine, et c'est Max Brod, son ami de toujours, qui arrangea les extraits épars pour fabriquer les fins que Kafka n'avait pas pu. Alors, Max Brod donna une issue au labyrinthe, mais ce faisant, il brisa le dernier vœu de Kafka qui avait été de brûler toute l'œuvre, tout, entièrement, de ne jamais faire voir la sortie. Monté par Dédale, le labyrinthe enfermait le Minotaure. Auteur du dehors, auteur du dedans, il cache de nombreuses menaces qui s'additionnent. La peur existentielle prend le relais de l'effroi soudain, car ce qui nous obsède, c'est ce qu'on ne voit pas encore. On ne craint plus pour l'instant, mais pour tous les instants, présents et futurs, hantés par la menace du Minotaure, hantés par la peur de marcher sans jamais voir le jour. Le labyrinthe nous attrape, il ne nous relâche pas. L'œuvre de Kafka s'apparente à s'y méprendre à cette structure complexe. En plaçant l'homme face à un mur, elle lui montre qu'il est placé dans un schéma qui le dépasse et duquel il ne s'échappera pas. Mais en même temps, si l'homme est prisonnier, il est contraint de se questionner. Et de là, toutes les analyses de Kafka face au totalitarisme. On ne sait donc plus si le labyrinthe est une si mauvaise chose. Mais laissons le jugement de valeur, il est nécessaire, dirait Kafka. Car deux choses avec le labyrinthe de Kafka. C'est la forme de son récit, mais aussi son mode d'être. Non seulement le labyrinthe est l'architecture de l'œuvre de Kafka, on se perd dans le procès de Joseph K., on se perd dans le grand hôtel, dans le bateau ou le cirque de l'Amérique, mais en plus, ce récit ne peut fonctionner que labyrinthiquement. Le labyrinthe est son ontologie. Grégor Samsa ne voit pas la fin de son aventure en Cancrela. C'est son mode d'être perdu, tout comme l'arpenteur K ou Joseph K. Certes, ils sont dans des labyrinthes, des gigastructures bureaucratiques, mais eux-mêmes sont des hommes perdus, des hommes errants, comme si finalement le labyrinthe dans lequel ils étaient leur allait comme un gant. Néanmoins, gardons espoir. Tout l'objet sera de savoir si, pour ces labyrinthes kafkaïens, il existe un fil. Ariane l'avait donné à Thésée, est-ce que Kafka le donnera à l'un de ses personnages ? Ou bien, ce fil est-il toujours déjà là, comme si Kafka avait toujours prévu de gagner face au Minotaure ? La rue Saint-Jules, où le bâtiment devait se trouver, et à l'entrée de laquelle il s'arrêta un instant, ne présentait de chaque côté qu'une longue série de hautes maisons grises et uniformes, grandes casernes de rapport qu'on louait à de pauvres gens. La maison était assez loin. Elle avait une façade extraordinairement longue et une porte de formidable dimension qui devait avoir été percée pour le charroi des marchandises des divers dépôts qui entouraient la grande cour. K s'avançait déjà vers l'escalier quand il s'arrêta tout à coup en s'apercevant qu'il y avait encore 3 autres, sans compter un petit passage qui devait mener à une seconde cour. Il s'irrita de voir qu'on ne lui avait pas précisé la situation du bureau où il devait se rendre. Il finit tout de même par monter le premier escalier, jouant en pensée avec l'expression de l'inspecteur Willem qui lui avait dit que la justice était attirée par le délit. D'où il suivait que la pièce cherchée se trouverait forcément au bout de l'escalier que K choisissait par hasard.
Dès le début du procès, Joseph K. est confronté à l'énigme qu'il n'arrivera jamais à résoudre. Qu'a-t-il commis? D'ailleurs, cherche-t-il même à la résoudre, cette énigme? En attendant, il erre dans le labyrinthe de la justice, au sens figuré, car il ne sait pas de quoi on l'accuse, mais également au sens propre, comme à ce moment de l'histoire où K se met à la recherche de la salle du tribunal où doit se dérouler son premier interrogatoire. Il connaît vaguement l'adresse, mais oublie de demander l'heure. Alors, dans un geste étrange et sans explication, Joseph K se met à courir. Il refuse de prendre le tramway et court vers son lieu de convocation. Arrivé face au bâtiment, on se rend compte de la petitesse de K, perdu au milieu du labyrinthe dans lequel il a été placé. On voit le rat posé au milieu du labyrinthe scientifique, sans comprendre ce qui lui arrive, après une excitation ridicule chercher la sortie. K se trouve alors face à cette façade, aux innombrables fenêtres, aux portes et aux couloirs qui se ressemblent tous. Aucune signalisation ne viendra à son secours. Ce n'est que par hasard qu'il entrera dans la bonne porte. Sa solitude est celle d'un homme enfermé entre quatre murs, et la force de Kafka est de ne jamais représenter cette étroitesse dans le procès, ce cloisonnement, mais de sous-entendre que, même dans l'immensité d'une ville, même devant la grandeur d'un bâtiment, on se retrouve toujours petit et prisonnier. K est accusé, mais il est libre. Il est libre de ses mouvements. Il peut se déplacer en ville, aller au travail. Le labyrinthe ne le contraint pas à chaque instant. Il est une puissance de l'ombre. Il se rappelle à l'homme par moments, et c'est bien cela qui fait sa plus puissante menace. La notion de liberté est donc très intéressante chez Kafka. Est-on libre si l'on est placé dans un labyrinthe qui ne nous contraint que par moments? Une réponse se trouve peut-être au cahier 12 du journal de Kafka, où il écrit un paradoxe qui pourrait nous éclairer. Voilà ce qu'il écrit. Il a deux adversaires. Le premier le pousse par derrière depuis l'origine. Le second l'empêche d'avancer. Il est en lutte avec les deux. De fait, le premier le soutient dans sa lutte avec le second, car il veut le pousser vers l'avant, et de la même façon le second le soutient dans sa lutte avec le premier puisqu'il le tire en arrière. Dans ce paradoxe un peu brumeux, Kafka met en scène cet homme tiraillé de devant et de derrière. Il admet que l'homme agit, puisqu'il lance une lutte avec l'un puis l'autre adversaire, mais en même temps, ce sont ces deux forces, chacune à leur tour, qui le forcent à entreprendre ces luttes. Dans le procès, Joseph K possède lui aussi une marge de manœuvre face à son procès. Il décide de ne pas s'en préoccuper, il décide de quitter le premier interrogatoire après un monologue sur son inutilité, il décide, dans un fragment inachevé, de retrouver Elsa plutôt que de se rendre à une convocation. En bref, K est acteur, mais est acteur de sa chute, car c'est bien son inattention au procès qui le condamnera au final. Mais alors, pourquoi un labyrinthe dès l'origine? On peut se demander, dans la parabole du journal de Kafka, qui sont ces deux forces qui nous poussent en avant et en arrière? Ou on peut se demander qui a créé ce labyrinthe? Qui est ce on indéfini qui a posé K dans une situation inextricable où l'homme face à ces deux forces? Qui est ce on qui a décidé que la vie de Karl Rossmann, personnage principal de l'Amérique, serait d'errer indéfiniment entre des labyrinthes? On se souvient que son aventure débute par une recherche dans un bateau immense aux couloirs étroits, qu'il travaille ensuite à l'hôtel occidental connu pour ses multiples ascenseurs et ses couloirs sans fin, et qu'il finit sa course au théâtre de l'Oklahoma, un immense cirque ambulant. Qui sont ces constructeurs de labyrinthes? Une réponse possible pourrait être qu'il ne s'agit pas d'un savant fou au dessein malveillant qui place ses rats dans des cages au chemin qui se brouille, mais sans doute la structure de la vie, de la modernité, du sens, qui laisse tout de même un espace libre, un jeu pour celui qui y évolue. En bref, le labyrinthe est un état de vie pour Kafka, une nécessité.
J'étais tombé dans un inextricable buisson. À grands cris, j'appelai le garde du jardin. Il accourut mais ne put m'atteindre. « Comment avez-vous pu vous fourrer là-dedans » cria-t-il. « Revenez donc par le même chemin. »« Impossible, lui répondis-je. Il n'y a pas de chemin. Je me promenais tranquillement, perdu dans les pensées, et tout d'un coup me voici là. Comme si le buisson avait poussé autour de moi. Je n'en sors plus, je suis perdu. »« Enfant, dit le garde, vous commencez par prendre un chemin défendu, vous entrez dans ce terrible buisson et puis vous vous plaignez. Vous n'êtes pourtant pas dans une forêt vierge, c'est ici un jardin public. On vous en tirera. » Un jardin public, mais cet affreux buisson n'est pas à sa place dans un jardin public. Et comment me tirer de là si personne n'y peut entrer ? Si l'on veut essayer, c'est tout de suite. Voici le soir, jamais je ne passerai la nuit dans cet endroit. Je suis déjà tout égratigné, j'ai perdu mon lorgnon, impossible de le retrouver, et sans lorgnon je suis presque aveugle. Tout cela, c'est très bien, dit le garde, mais il vous faut patienter un peu. Il me faut d'abord chercher des ouvriers pour frayer un chemin, et auparavant il me faudra acquérir la permission du directeur. Alors, un peu de patience et de courage, je vous prie. Cette nouvelle du buisson est extrêmement courte, mais je la trouve très révélatrice de Kafka. Un homme tombe dans un buisson qui devient un labyrinthe duquel il n'arrive pas à s'extirper. Les premiers mots sont quelque peu étranges. « J'étais tombé », dit le personnage. Et ensuite, au garde du jardin, il dit qu'il était dans ses pensées et que, d'un coup, dit Kafka, il se retrouve prisonnier. Impossible de savoir comment ni pourquoi. Est-ce si facile de tomber dans un buisson ? Et après cette facilité de la chute, un deuxième élément, l'impossibilité du secours. Est-ce si difficile de sortir quelqu'un d'un buisson ? On dirait que l'un et l'autre personnage se répondent, qu'ils sont en même temps complices et victimes. Le personnage a dû être très fort pour plonger dans le buisson sans se sortir, et le guide n'est pas d'une grande aide. Et en même temps, ils sont victimes. Le guide du jardin affirme qu'il ne peut rien faire, il est tributaire des autres, il doit obtenir des permissions. Et le personnage est en plus aveugle dans ce buisson, car il perd ses lunettes. On sent presque que les deux personnages ne se comprennent pas. La victime du buisson ne comprend pas pourquoi le garde ne l'aide pas. Le garde ne comprend pas pourquoi la victime est là, et que désormais il faut attendre une permission. Les deux, en réalité, ratent leur rencontre. On a affaire à un dialogue manqué. Rien n'en sortira. C'est l'incommunicabilité. Chez Kafka, ce thème est primordial. Les lourdeurs dans la communication, les incompréhensions continues sont monnaie courante dans l'œuvre de Kafka. Il n'y a qu'à relire Le Message impérial, par exemple, ou bien La Muraille de Chine pour le découvrir. Dans cette dernière nouvelle, Kafka insiste sur l'interminable durée d'acheminement de l'information pour construire la muraille. Et, au-delà de l'œuvre de Kafka, l'incommunicabilité est récurrente chez lui. Dans sa vie, lui-même avoue qu'il ne parvient pas vraiment à se faire comprendre de Milena lorsqu'il refuse de la voir et annonce préférer la relation épistolaire. Au sujet de son père, même conclusion, l'incompréhension. Comme résultat, on a ces lettres au père jamais envoyées desquelles on tire ceci. « Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre. » Impossibilité de répondre,
un message qui prend du temps, qui se perd, ou bien pas de message du tout. L'œuvre de Kafka est marquée au fer rouge par l'incommunicabilité. On ne peut pas communiquer au-dessus des murs du labyrinthe. Les murs du labyrinthe sont cette paroi infranchissable à tout message. Grégor Samsa ne peut plus se faire entendre de sa famille. Les gardes du procès de K ne se présentent jamais malgré les demandes du suspect. Si l'on revient à cette nouvelle du buisson, on en conclut que les deux personnages n'arrivent pas à communiquer et sont en fait sans grande force. En fait, ils sont sans atout. Dans les histoires de Kafka, ils n'ont aucun tour supplémentaire. Ils ne sortiront aucun as de leur manche. Et peut-être qu'en cela, Kafka n'a voulu dépeindre que des hommes bloqués, des hommes simples, des hommes propulsés dans un système plus grand qu'eux. Évidemment, les dernières phrases de cette courte nouvelle nous lancent dans les écrits plus longs de l'auteur tchèque. Il faut demander la permission au directeur. La loi, la justice, le pouvoir, toutes ces grandes notions avec une majuscule. Tout cela est loin pour l'homme banal, pour la victime du buisson comme pour le garde du jardin. Tout se joue ailleurs, et rien n'est entre leurs mains. Les deux sont contraints. Comme l'arpenteur K ne parvient jamais à obtenir d'audience avec un membre du château, Karl Rossmann dans l'Amérique est contraint de suivre deux compères qui l'emmènent précisément là où lui sera causé du tort. Comme Joseph K d'ailleurs, est emmené dans le procès et est contraint de suivre les hommes qui l'emmènent dès le réveil. Si l'on relit bien ces deux passages, on se rend compte aussi que jamais aucun ordre n'a été donné. On peut dire alors que l'homme ne se facilite pas la tâche et plonge dans le labyrinthe, du moins y consent, tant qu'il ne se rebelle pas. Le « on » indéfini qui pousse dans le buisson et dans le labyrinthe peut être un leurre. Ce « on » peut être une facilité pour ne pas accuser directement l'homme. L'homme victime est coupable, bourreau de lui-même à travers des structures qu'il a participé à construire. Comment expliquer qu'un homme fort, adulte, se retrouve coincé dans un buisson et qu'un autre, un guide, ne puisse pas l'en sortir? Dans le château aussi, l'arpenteur K a du mal à obtenir une audience avec un des responsables du château. Et lorsqu'il se trouve par hasard avec un responsable et que celui-ci veut bien lui parler, K s'endort. Il est actif, il n'est pas passif, il décide de s'endormir, de se laisser aller et de ne pas prendre en main son destin. Il n'y a pas de « on » ici. Il n'y a pas de puissance indéfinie, de puissance derrière les rideaux qui propulse dans le labyrinthe. Il y a simplement K qui décide d'y rester. Il s'aperçut avec consternation qu'il avait oublié son propre parapluie au fond du bateau. En bas, il y avait un passage qui aurait bien raccourci son chemin. Malheureusement, il le trouva barré. C'était sans doute une mesure nécessitée par le débarquement général. Il dut chercher péniblement des escaliers, qui succédaient indéfiniment à de précédents escaliers, traverser des couloirs dont la direction changeait sans cesse, et passer par une pièce vide ornée d'un bureau délaissé, jusqu'à ce que, n'ayant emprunté ce chemin qu'une ou deux fois, et toujours en assez nombreuses compagnies, il se trouva réellement perdu. Il ne rencontrait personne, et n'entendait que l'incessant frottement de 1000 pieds au-dessus de lui, ou, au loin, pareil à un souffle, le dernier travail des machines déjà embrayées. Alors, sans réfléchir dans sa perplexité, il frappa à la première porte qui se présenta devant lui quand il s'arrêta de rôder.
Au début de l'Amérique, Karl Rossmann est perdu au fond des cales du navire sur lequel il vient de débarquer. Dans le labyrinthe, la peur écrase l'homme. Mais ce n'est pas une peur du sursaut, mais une peur existentielle, qui le suit partout. Cette peur existentielle est caractéristique de l'œuvre de Kafka. Elle lui est d'ailleurs peut-être propre. Lui-même l'a vécue, cette peur existentielle, se qualifiant d'homme apeuré dans la plupart des lettres qu'il adresse à ses bien-aimés. C'est ce qu'il dit dans une lettre à Milena. Selon lui, la peur existentielle les rapproche, car eux deux, ensemble, sont des amants de la peur. Après, il faut bien se rendre compte que Kafka est le plus touché, lui qui refuse de voir Milena, ne la croisant que 2 ou 3 fois, mais lui envoyant pourtant 140 lettres en 10 mois. On a l'image d'une relation passionnée mais apeurée, et donc qui ne se concrétise jamais et qui s'effiloche au bout de 2 ans pour cesser brutalement. Cette peur existentielle se retranscrit dans l'œuvre de Kafka. La nouvelle Le Terrier en est la preuve. L'animal qui y vit est seul, sans défense, et craint toute intrusion qui viendrait tout saccager. « Je n'ai jamais une heure de vraie tranquillité », finit-il par dire. Pourtant, cet animal, il a creusé. Il a creusé de très nombreux tunnels, et malgré cela, la peur lui colle toujours à la peau. Il s'est doté d'un nombre incalculable de sorties, d'un nombre incalculable de possibilités, et pourtant, le labyrinthe révèle cette peur. Le labyrinthe révèle cette peur pour tous, pour l'animal comme pour l'homme, cette peur inscrite en lui, activée quand il ne voit plus la sortie, quand tout lui semble démesurément trop grand, même si c'est lui qui a créé ceci. Mais dans Le Terrier, quelque chose d'autre frappe le lecteur. Il y a d'abord cette peur, mais il y a aussi un autre sentiment, celui de sécurité. Gaston Bachelard le fait également remarquer. Il dit « C'est dans Le Terrier que le lecteur saisit le mieux les impressions labyrinthiques dans cette curieuse ambiguïté de sécurité et de crainte. » Cela pourrait expliquer notre questionnement juste avant. Pourquoi un homme se jetterait-il dans le buisson ? Pourquoi aurait-il tant de mal à en sortir ? Eh bien peut-être qu'il peut s'y sentir bien, tout comme l'animal du terrier se sent aussi en sécurité dans ses tunnels. Comme on l'a vu avec la notion de liberté, il y a toujours cette ambiguïté constante chez Kafka. Libre, mais pas tout à fait. Apeuré, mais pas tout à fait. En sécurité, mais pas tout à fait. Kafka se joue des contradictions pour dépeindre au plus proche l'existence humaine où s'entremêlent toutes sortes de sentiments, parfois les plus opposés. Alors se pose la question de l'intention. L'animal du terrier construit ses tunnels pour se sentir en sécurité, mais en même temps crée son propre labyrinthe. Le sait-il ? Le veut-il ? Peut-on imaginer que l'homme qui se jette dans le buisson le voulait ? Peut-on s'imaginer que Joseph K. du procès, en manque de sens dans sa vie professionnelle notamment, s'est donné à la justice et aux hommes volontairement pour jouer avec eux ? On peut se questionner, surtout lorsqu'à chaque apparition de ces gardiens dans le procès, qui viennent chercher K ou qui l'emmènent à son exécution finale, Joseph K. ne cesse de répéter « J'entrais dans leur jeu, je jouais la comédie avec eux », jusqu'à se demander s'il ne devrait pas se planter le couteau lui-même. Il dit bien « Son devoir eût été de prendre lui-même l'instrument et de se l'enfoncer dans le corps ». Ce personnage-là de Kafka est très ambigu. Il se situe dans une impasse professionnelle où il n'arrive pas à voir ce sens qu'il cherche, et peut-être le voit-il dans le théâtre, dans le jeu, dans cette comédie qu'il joue avec ses 2 gardiens, et peut-être pense-t-il à bien, pense-t-il vouloir apprécier sa vie de cette manière-ci. L'intention est peut-être celle-là, elle est peut-être logée ici. Le labyrinthe peut avoir été créé par l'homme lui-même, comme une sorte d'enceinte plus apaisante que le monde, même si en contrepartie, il doit craindre cette structure gigantesque. Dans Le Terrier, c'est ce que l'on lit. Alors, s'il l'a construit, comme Dédale, peut-il trouver la sortie du labyrinthe ? Kafka laisse-t-il traîner un fil d'Ariane ?
j'entendis parler de l'attitude du savant, je ne connaissais pas encore en son entier l'ouvrage du maître d'école, mais je décidai de recueillir et de rassembler aussitôt toute une documentation. Ne pouvant aller à la ville brandir le poing sous le nez de l'expert, je défendrai du moins dans un factum la cause du vieux pédagogue, ou, pour mieux dire, la cause de la bonne intention d'un homme honnête, mais dépourvu de toute influence. J'ajoute que je l'ai regretté ensuite, car je ne tardais pas à reconnaître que j'allais me mettre forcément dans une étrange situation. Ces quelques phrases sont tirées de La Taupe géante, une courte nouvelle écrite par Kafka. Dans cette histoire, un homme décide de se faire le porte-parole d'un vieux magister qui a découvert une taupe géante mais que personne ne croit. Tout ce texte est effort, mal, peine, de la part du narrateur qui veut faire entendre le vieux savant. Au final, ce texte offre peut-être une voie de sortie du labyrinthe. Je ne dis pas qu'on parviendra à en sortir. Au final, dans La Taupe géante, les efforts du narrateur sont marqués par l'échec. Il le dit bien, je l'ai regretté ensuite. C'est son plus grand échec. À la fin, le narrateur déclare même « C'est le plus bel échec que j'ai essuyé de ma vie ». Mais ce texte peut montrer une voie. Et dans cette phrase « C'est le plus bel échec que j'ai essuyé de ma vie », je ne parviens pas à prendre ces mots à l'ironie. Ce mot beau, ce bel échec. Peut-être que le narrateur n'en fait pas des caisses. Peut-être qu'il ne dit pas forcément que c'est un énorme échec, que c'est un grand échec, mais peut-être que cet échec est juste beau. Peut-être que ce beau, nous devons le saisir au sens premier. Peut-être que nous devons être admiratifs envers les efforts du narrateur, car c'est la voie de sortie du labyrinthe. Alors, je pense qu'un de ces chemins pour s'extraire du labyrinthe chez Kafka, c'est en effet l'effort, la recherche, jusqu'à sans doute sa propre perte pour la recherche. Il en va de même d'ailleurs pour le rapport de Kafka à l'écriture. Au cahier 8 de son journal, on lit « L'impossibilité d'écrire et le besoin intérieur que j'en ai. Ces deux choses sont liées, un besoin et une impossibilité, et donc une peine, un mal. Kafka, c'est le labeur d'écrire, et ses personnages seront récompensés à chaque fois qu'ils se donneront du mal pour s'extirper du labyrinthe. Le voilà peut-être, le fil d'Ariane du labyrinthe kafkaïen, l'effort. Blanchot avait perçu ce côté moins noir qu'à première vue des écrits de Kafka. Dans son étude intitulée « De Kafka à Kafka », il souligne la note d'espoir constamment présente, grâce surtout à l'obstination et à l'effort. L'arpenteur K va d'échec en échec, mais poursuit sa démarche auprès du château. Et on le récompense en lui offrant l'opportunité insoupçonnée de cette rencontre avortée avec un responsable du château où K s'endort. Dans le procès, c'est aussi la même lutte qui est récompensée. Au début surtout, quand Joseph K cherche son procès, il le trouve. Il parvient à trouver sa salle d'interrogatoire dans le bâtiment aux 1000 portes et aux 1000 fenêtres que l'on a vu dans l'extrait juste avant. Et il trouve cette salle parce qu'il l'a cherchée. Rappelons-nous qu'il courait même pour s'y rendre. C'est vraiment le signe d'un effort conséquent. On court pour aller à un endroit sans même savoir à quelle heure on est invité. Ce n'est qu'une fois qu'il délaissera son procès, qu'il délaissera l'effort en refusant l'aide de l'avocat ou en préférant la recherche des femmes, de Mademoiselle Bürsner notamment, qu'il voit aussi, en dernier recours, dans sa marche finale vers son exécution, que K sera puni. Et il sera puni notamment par ce coup de couteau final. En fait, on pourrait lire la parabole des portes de la loi afin de conclure sur l'existence de ce fil pour sortir du labyrinthe. Cette parabole avait été écrite par Kafka dans une nouvelle intitulée « Devant la loi ». Puis, elle a été placée à l'intérieur du procès. On retrouve dans le livre cet épisode. Alors,
dans ce texte, un homme arrive devant les portes de la loi. Un gardien s'y trouve et lui refuse le passage. Il lui dit « C'est possible, tu pourras rentrer, mais pas maintenant ». La porte est pourtant ouverte devant lui. Alors, l'homme jette un œil à l'intérieur, il cherche des indices, il cherche à savoir ce qu'il s'y trouve. Mais à chaque fois qu'il redemande au gardien, il essuie un échec. À chaque fois qu'il lui demande s'il peut rentrer, c'est non. L'homme utilise tous les moyens pour obtenir des informations, pour soudoyer le gardien. En bref, il essaye. Il se donne du mal et de la peine. Sa vie passe et, devenu vieux, avant de mourir, il pose une dernière question au gardien. Il lui dit « Si tout le monde veut connaître la loi, veut connaître cette grande loi, pourquoi suis-je le seul devant cette porte ? Elle devrait grouiller de monde. » Le gardien lui répond alors « Ici, personne d'autre que toi ne pouvait avoir droit d'accueil, car cette entrée n'était destinée qu'à toi seul. Je m'en vais maintenant fermer cette porte. » L'homme, devant les portes, est l'homme aux efforts anéantis. Oui, mais aux efforts tout de même. Encore quelques efforts, quelques petits efforts, et il serait entré. Peut-être, il serait peut-être entré. La porte était ouverte, elle était faite pour lui, le gardien lui a dit, elle était toute faite pour lui. La voie pour Kafka, le chemin de sortie du labyrinthe, c'est l'effort, c'en est certain. Lui-même l'expérimente à travers l'écriture. Il essaye, il écrit. C'est la rage d'écrire de Kafka. C'est ce labeur continu dans sa vie qu'il n'arrêtera jamais, qui est pour lui la lumière de sortie. Cela ne signifie pas que l'effort aboutira toujours, mais c'est la voie. Car chez Kafka, on le voit bien, la plupart des personnages connaissent une fin tragique, ou alors une fin toujours empêtrée dans le labyrinthe. L'homme est condamné à l'effort, il est condamné au courage, et s'il veut tenter cette lutte pour sortir du labyrinthe, il ne peut que passer par l'effort. Et ce labyrinthe, peut-être, lui-même y aura plongé. Et ce labyrinthe, peut-être, lui-même l'aura construit. C'était À travers texte par Thomas Dutrier. La prochaine fois, Gide et l'acte gratuit.